on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être la seconde vidéo Back to School de cette année. Alors c'est Back to School mais c'est vraiment pour les études supérieures et là on va être un peu plus axé sur le système universitaire et notamment la licence. Bon, pour toutes les personnes qui ont eu le bac là en juin 2025 et qui vont en licence, ou alors les personnes qui sont curieux ou des personnes qui ont fait plein de trucs avant et qui quand même vont sur une licence à cette rentrée, ou qui sont juste curieux et qui veulent savoir, par exemple des personnes qui sont en terminale, qui vont aller rentrer en terminale cette année ou même en première et qui se posent des questions et qui veulent comprendre, et eh bien cette vidéo elle est faite pour vous. Je vais essayer de ne pas la faire trop longue et pas avec trop d'informations. Je ne veux pas que ce soit une vidéo qui bourre le crâne et qu'on comprenne pas. Je veux vraiment que ce soit une vidéo avec peu d'informations mais assez précis pour que l'on comprenne et qu'on puisse réellement s'en servir par la suite. Donc il se peut que tu aies beaucoup d'autres questions à la suite de cette vidéo. Si c'est des petites questions, j'y répondrai en commentaire avec plaisir, et si ça demande un peu d'explications détaillées, eh bien je en ferai une troisième vidéo cette année Back to School, il n'y a pas de problème là-dessus. Donc on va séparer en quatre petits thèmes, on va dire ça comme ça. Le premier, je vais essayer de te faire comprendre le système universitaire classique, parce qu'il y en a qui peuvent aller faire un BTS et vouloir refaire une troisième année plus tard. Mais là on va faire comme si que tu as le bac, tu viens de passer le bac et tu arrives à l'université. Comment ça se passe pour des études, on va dire, classiques, parce que on est en France et il y a toujours 1 milliard d'exceptions. Mais là, voilà, on va parler du classique, donc ça ne comprend pas tout ce qui est médecine, où c'est un parcours un petit peu différent avec concours. Là on va vraiment parler des études, que ce soit du droit, de la socio, que ce soit de l'histoire, des langues. Il y a quoi d'autre? Il y a tellement de trucs que là je les ai même pas en tête, mais je pense que tu vois ce que je veux dire. Alors généralement, enfin même généralement, je vais arrêter de dire généralement ou classiquement, ou voilà, on va arriver dans cette partie-là. On arrive à l'université sur la licence. La licence, c'est en 3 ans. Donc il y a la première année, deuxième année, troisième année. Je vais essayer aussi d'aborder dans cette vidéo beaucoup de vocabulaire. Bon, il y aura une partie à la fin vraiment axée vocabulaire, mais de mots que tu utiliseras au quotidien, et si tu arrives dès maintenant à les comprendre et à les utiliser, ce sera plus facile pour toi à la rentrée. On appelle ça la L1, la L2 et la L3. Le L correspond à la première lettre du mot licence. Donc voilà, c'est en 3 années. Pour valider ces 3 années, il faut valider des semestres. Chaque année est divisée en semestres et chaque semestre est composé de certaines semaines de cours, généralement d'1 à 1 semaine et demie de révision et 1 à 2 semaines de partiel. Voilà, et du coup on appelle ça des semestres. Alors semestre en réalité veut dire donc année divisée en 2. Ça reste quand même beaucoup plus réduit en licence. Donc moi par exemple j'étais en licence d'histoire et on avait 12 semaines de cours par semestre. Donc on avait, généralement c'était découpé en 6 semaines de cours, 1 semaine de vacances, 6 semaines de cours, 1 semaine de révision et 1 semaine de partiel. Si vous avez un peu de chance, vous avez droit à de vraies vacances à Noël. Si vos partiels tombent sur le mois de décembre, vous aurez donc vos 2 semaines de vacances scolaires à Noël en vraies vacances. Et certains n'ont pas cette chance parce que certains passent les examens en janvier. Donc ça leur fait plus de temps pour réviser, mais du coup ils sont obligés de réviser pendant leurs vacances de Noël. Donc voilà, mais vous avez donc des partiels à passer à chaque semestre, et vous pouvez aussi avoir des contrôles continus tout au long des semestres, mais ça on en reparlera dans le deuxième point. Mais du coup vous avez 2 partiels à l'année, donc le partiel du premier semestre et le partiel du deuxième semestre. Si vous n'arrivez pas à valider ces semestres-là, vous avez pour chaque partiel des rattrapages qui sont possibles.
Après, ça dépend, dans toutes les matières, vous n'avez pas de rattrapage possible, mais dans quasiment tout le temps, vous l'avez. Et il faut avoir du coup, il faut valider les 2 semestres. Généralement, en licence classique, encore une fois, je pense que je vais beaucoup le dire ce mot-là, il faut valider l'année un petit peu indépendamment de chaque semestre, c'est-à-dire que vous pouvez avoir un semestre à 8 et un semestre à 10. Ça peut se compenser, mais bon, ça on va vraiment voir tout ce qui est modalité de passage dans le second point. Mais en gros, vous validez la première année, ensuite la deuxième et ensuite la troisième. Et si jamais vous avez presque validé l'entièreté d'une année et qu'il vous manque pas grand chose pour valider l'année entière, vous pouvez, on appelle ça passer en Majac, passer à l'année supérieure, mais vous aurez toujours des dettes de l'année inférieure. Ça peut être pratique si vous n'avez qu'une matière à repasser. Au-delà de 2 matières, je trouve que ça reste quand même assez délicat d'aller faire une année en ayant encore des dettes de l'année passée. Une fois que vous avez validé votre licence, vous pouvez continuer sur un master. Alors généralement, les masters vont encore être sur sélection. À partir du moment où vous avez fait, comment on appelle ça, c'est Parcoursup. Oui, dès que vous avez eu Parcoursup, que vous êtes accepté en première année de licence, dès que en fait, vous validez au fur et à mesure vos années, vous passez à l'année supérieure. Une fois que vous avez eu votre licence, c'est un diplôme en lui-même. Et donc soit vous vous arrêtez là, soit vous pouvez continuer sur un master auquel il faut candidater. Donc il y a la plateforme Mon Master, il peut y avoir d'autres plateformes pour certaines formations, mais pour la globalité c'est Mon Master, où vous candidatez sur Mon Master. Si vous êtes pris, là vous partez du coup sur un master en 2 ans, 2 années. Avant, vous pouvez vous arrêter au Master 1 et ça vous donner un diplôme de maîtrise, mais il se fait vraiment de moins en moins et il est de moins en moins reconnu. Donc si vous allez en Master, le mieux c'est d'aller faire les 2 années. Et au-delà des 2 années, au niveau de la validation, ça se passe exactement comme pour la licence. Vous avez terminé et vous avez un diplôme de niveau Bac plus 5, un master. Et vous pouvez par la suite, si vous le souhaitez, faire un doctorat avec une thèse. Là, c'est quelque chose d'encore plus spécifique et je vous laisserai vous renseigner auprès de la scolarité de votre formation parce que vraiment, selon la formation, là, c'est vraiment spécifique. Bon, j'ai été coupée par le téléphone, mais je pense avoir un peu donné les bases du système universitaire en France. Ensuite, du coup, on va parler des MCC, modalités de contrôle de connaissances. Et là, c'est un gros point. Et c'est quelque chose c'est un gros morceau, c'est vraiment compliqué à comprendre. J'espère de tout cœur que je vais réussir à vous l'expliquer de manière claire et que tout le monde va le comprendre, mais vraiment prenez le temps de vraiment analyser les MCC par rapport à votre formation, parce que là c'est vraiment propre à chaque formation et à chaque année de formation. Généralement en première année vous allez avoir soit un petit fascicule, soit un guide des études, soit le guide de formation. Chaque personne l'appelle différemment. Moi je sais qu'en licence d'histoire à l'université de Caen on appelait ça un guide des études et dedans donc j'avais pas mal d'informations sur l'université en général et sur le contenu de chaque cours, et notamment on avait des informations sur les évaluations de chaque matière. Alors bon, généralement on utilise des termes comme des UE pour unité d'enseignement et UC pour unité de compétences, je crois que ça s'appelle comme ça, je ne sais plus. Là je vais vous parler de matière, on va mettre des mots un peu plus faciles pour ça. En gros, qu'est-ce que peut être des MCC? Je vais vous prendre un exemple. Admettons, vous êtes en licence de langue et du coup votre langue principale par exemple ça va être anglais. Vous allez avoir 3 contrôles continus tout au long du semestre. Donc ça va être, admettons, 2 oraux, donc 2 passages à l'oral et 1 à l'écrit.
Et admettons, l'écrit vaut 2 fois plus que les passages à l'oral. Et il faut minimum avoir 8. En dessous de 8, ça va être une note éliminatoire. Donc ce qui fait que il est plus intéressant pour vous d'avoir minimum 8 pour les 3 évaluations. Et vous allez gagner des points, enfin si on ne peut pas vraiment gagner des points, mais c'est plus intéressant pour vous de réussir l'écrit que les passages à l'oral. Parce que du coup l'écrit il vaut 2 fois plus. Et se rajoute à ces contrôles continus un partiel qu'on peut appeler d'examen terminal, d'examen final, où lui par exemple ça va être un oral. C'est un oral qui va valoir 5 fois plus que le contrôle continu, que les 3 évaluations que vous avez passées. Et lui, par exemple, il faut minimum que vous ayez 10. Donc là, ça veut dire qu'il vous faut minimum 10 au partiel. Par exemple, si vous avez 20 et que vous avez 8 aux 3 contrôles continus, là, vous êtes sûr de valider votre... votre matière. Pour qu'une matière soit validée, généralement c'est autour de 10. Il faut avoir au-dessus de 10 pour la valider. Et certaines matières peuvent se compenser entre elles. Par exemple, vous avez 15, tout confondu. Enfin, on a calculé par rapport au coefficient et par rapport au contrôle continu et terminal, on a calculé la note que vous avez en anglais. Vous avez 17 en anglais. Et en espagnol, vous avez raté, vous avez 9. Vous avez 9, mais la note éliminatoire est en dessous de 8. Donc vous n'êtes pas éliminé, vous n'allez pas repasser au rattrapage, mais vous avez 9. Donc en soi, vous n'avez pas validé votre matière. Mais l'espagnol peut être compensé par la note d'anglais. Sachant que vous avez eu 17 en anglais, vous compensez largement le 9 en espagnol. C'est-à-dire qu'en fait, ça va s'équilibrer et ça va vous donner une moyenne au-delà de 10. Voilà ce qu'il en est pour les MCC. Après, ça peut être des choses bien différentes. Par exemple, 2 matières qui ne vont pas se compenser ou des matières qui vont être en 100% à l'oral, d'autres 100% à l'écrit, d'autres il va y avoir qu'un seul partiel, ou d'autres, il va y avoir 5 contrôles continus plus 2 épreuves en partiel. Voilà, ça peut être assez large et vraiment prenez le temps de vraiment regarder, de bien comprendre comment chaque matière est évaluée et comment il est possible de les compenser entre elles, comment on peut faire un petit schéma. Parce que, alors, dans l'idéal, hein, vous réussissez tout, vous avez tous minimum au-dessus de 10 sur toutes les matières. Dans la réalité, ce n'est pas toujours le cas et c'est très intéressant de savoir, notamment si vous êtes à la bourre niveau révision avant votre partiel, de savoir là où il va être plus important de réviser parce que là vous ne pouvez pas compenser cette matière là, où vous avez raté les contrôles continus et qui du coup il faut vraiment que vous réussissiez le partiel final. Voilà. En fait, vraiment, les MCC, modalités de contrôle de connaissances, c'est un gros bloc qui est costaud, hein. Faut le comprendre. Mais à partir du moment où vous l'avez compris, vous aurez vraiment une longueur d'avance sur les autres et ce sera beaucoup plus facile pour vous d'appréhender au mieux vos résultats de partiel. Ensuite, alors ça c'est une information que je vous avais donnée dans la vidéo de la semaine dernière sur les informations, les conseils en général pour les futurs étudiants. Ça va être la carte étudiante. Il y a beaucoup d'avantages avec cette carte là et vraiment profitez-en. Avec cette carte là vous pouvez aller emprunter des livres à la bibliothèque, vous allez pouvoir manger que ce soit sur les distributeurs automatiques, à la cafétéria, au restaurant universitaire, partout vous pouvez aller manger pour beaucoup moins cher. Renseignez-vous, mais il me semble, ça je suis pas trop sûre, mais renseignez-vous, il me semble qu'à partir de la rentrée 2026 c'est possible d'avoir le repas au restaurant universitaire pour 1 €, même pour les non-boursiers. Donc ça serait très intéressant.
Mais il y a beaucoup d'avantages avec la carte étudiante, notamment pour les transports. Voilà, vraiment il y a beaucoup d'avantages et voilà, faut pas hésiter. Ça existe, si ça peut vous faire économiser de l'argent, clairement, faut en profiter. Et dernier point, c'est un point un petit peu vocabulaire. J'avais envie de vous donner du vocabulaire. Certains, c'est la base. D'autres, pour les personnes par exemple comme moi qui suis arrivée à l'université, j'ai eu du temps un petit peu à comprendre le truc. Voilà, il faut savoir déjà que fac, campus ou université, plus ou moins ça veut dire la même chose. Fac, donc c'est la contraction de faculté. Alors généralement on dit faculté de médecine, mais en vrai fac maintenant c'est un langage qu'on peut utiliser peu importe la formation dans laquelle vous allez. Université, c'est vraiment l'entité, en fait, la partie réellement administrative par région, par exemple. Mais on peut dire que vous allez à l'université si vous faites une formation universitaire, il n'y a aucun problème. Et les campus, en fait, par exemple, sur une grosse ville, vous allez avoir une université. Et cette université peut se diviser en différents campus parce qu'elle n'a peut-être pas la place dans la ville de s'étaler en un seul tenant sur 15 hectares. Donc elle fait par exemple le campus de médecine, le campus de droit, le campus un peu ingénieur, enfin un petit peu comme ça, et ça va être un peu éclaté dans la ville. Voilà. Généralement, vous allez avoir tous vos cours sur le même campus si vous faites une licence classique et pas une double licence ou un double cursus. Mais vraiment, là, on va rester sur des bases. Donc, vous êtes sur le même campus. Et la grosse différence qu'il y a par rapport au lycée, que ça, j'aurais pu vous le dire, mais là, du coup, je viens d'y repenser, c'est que vous pouvez avoir des cours donc sur le même campus généralement, mais sur plusieurs bâtiments. Les campus universitaires, c'est quand même des gros morceaux où vous pouvez avoir une dizaine, voire une quinzaine de bâtiments, et il est possible que de 8h à 9h, vous avez un cours à tel bâtiment, et que de 10h à midi et demi, vous en avez un cours dans un autre bâtiment. Voilà, il faut vraiment savoir se repérer. Donc pour ça, n'hésitez pas à aller sur le site de votre université et de regarder où se trouvent les différents bâtiments et les passages d'aller d'un bâtiment à un autre, parce qu'il y a toujours des petits raccourcis qui sont bons à connaître. Alors, niveau vocabulaire, on va parler de la BU, qui est la bibliothèque universitaire. Pareil que le RU, restaurant universitaire. En fait, que ce soit une bibliothèque ou le restaurant, on rajoute juste le U pour universitaire. Mais vous verrez, les gens, quand vous les croiserez tout ça sur le campus, ils disent toujours BU ou le RU. Voilà. Alors là, vraiment niveau cours, on va parler des différents types de cours. On va en parler de 3 principaux, les TD, les TP et les CM. CM, c'est les cours magistraux. Donc généralement, ça se passe en amphithéâtre. Vous êtes en promotion entière et c'est complètement différent de ce que vous avez vu au lycée. Vraiment, c'est le prof qui va faire son cours et vous êtes tous là, vous allez être nombreux selon la promo que vous êtes et vous allez prendre des notes. Il y a peu de participation, certains profs posent des questions mais c'est pas réellement un temps d'échange, c'est surtout vous qui écoutez et qui prenez des notes. Ensuite vous allez avoir du coup les TD et les TP. Les TD, ce sont des travaux, enfin des cours de travaux dirigés, pardon. Vous êtes en salle de classe classique. Alors, vous allez être le plus souvent, on est une quarantaine, donc beaucoup plus que quand on était au lycée, mais beaucoup moins que par exemple quand on est en promo entière de 400-500 étudiants. Vous êtes donc dans des salles de cours classiques et vous avez donc un intervenant, un dirigeant de TD. Et là, les cours vont être un peu plus interactifs, si je peux dire ça, où vous allez beaucoup plus pouvoir échanger avec le prof. Il peut y avoir des passages à l'oral, voilà, vraiment ça va être un peu comme un cours classique que vous pouvez voir en lycée. Et ensuite il va y avoir les TP, les travaux pratiques. Moi je n'en ai pas fait parce que j'étais donc en licence d'histoire et qu'on n'en avait pas. Toutes les licences à l'université n'ont pas de cours de TP,
Mais voilà, si jamais vous entendez ce mot-là, enfin cette abréviation-là, travaux pratiques, vous savez plus ou moins à quoi ça correspond. Par exemple, moi là, l'exemple qui me vient, c'est par exemple en SVT, si vous faites des dissections, c'est des cours de travaux pratiques. Voilà. Ensuite, on va parler des CC. Qui sont donc, j'en ai parlé dans les MCC, modalités de contrôle des connaissances. En fait, c'est le contrôle continu qui est du coup c'est le contraire, j'ai pas le mot mais c'est le contraire des partiels, examen terminal en fin de semestre. Et les contrôles continus, en fait comme son nom l'indique, c'est continu tout au long du semestre qui peut avoir lieu 2 à 3 fois dans le semestre, ça va dépendre encore une fois des MCC que je vous invite fortement à analyser. Mais voilà, CC c'est contrôle continu. Ensuite je prends mon petit portable parce que là je connais les abréviations mais jamais vraiment ce que ça veut dire, donc je vais vous les lire. Il y a la DEV qui est la direction des études et de la vie étudiante. Il est très intéressant de savoir où se situe le pôle DEV sur votre campus. Alors, tous les campus ne l'ont pas forcément, généralement c'est un voire deux campus principal de la ville. Donc si vous êtes dans un campus un petit peu secondaire, n'hésitez pas à vous rapprocher au campus général pour avoir le pôle de la DEV. Ça va être par exemple pour tout ce qui va être problème d'inscription, problème de droit que vous avez par rapport à vos inscriptions à votre licence, c'est eux qui vont régler ces problèmes-là. Par exemple, comme la CVEC qui est la contribution à la vie étudiante. Je crois que c'est ça. Mais du coup, qu'est-ce que le C? CVEC? Je ne sais plus. Citoyenne. Je crois que c'est contribution à la vie étudiante et citoyenne. Vous ne payez pas si vous êtes boursier, mais des fois il faut le payer et on se fait rembourser après, mais des fois pour se faire rembourser c'est un peu compliqué. Donc c'est auprès de la DEV qu'il faut voir ces problèmes-là. Ensuite il y a le SSE, c'est le service de santé étudiante. Selon les campus, mais dans quasiment tous les campus, vous avez un petit bâtiment où en fait vous pouvez avoir rendez-vous avec des infirmiers, des médecins, des psychologues. Voilà, on sait très bien que lorsque l'on est étudiant, on n'a pas forcément un budget pour prendre soin de sa santé mentale et de sa santé tout court. Donc il y a un service universitaire vraiment lié à ça. Si vous avez des problèmes de santé, des problèmes dans votre famille, dans votre vie personnelle, des problèmes universitaires au sein de votre formation, voilà, si vous avez un quelconque problème, vous pouvez vous rapprocher de ce service-là, ils sont là pour ça. Et on va finir avec le SUAPS, qui est le service universitaire des activités physiques et sportives. Alors, lorsque vous êtes étudiant à l'université, vous avez droit à des prix pour faire des sports. Alors, si vous êtes en licence de STAPS, donc licence sport, pour réduire vraiment STAPS à un mot, licence de sport, tout ce qui touche au sport, ou auquel cas vous avez les infrastructures dans vos cours. Là c'est pour les personnes qui veulent faire du sport à des tarifs préférentiels et des sports qui ont lieu la plupart sur le campus universitaire, là où il y a les cours de STAPS. Il peut y avoir une piscine, un terrain de tennis, un terrain de foot, un terrain d'athlétisme, voilà, c'est assez large, pas mal de sports aussi d'intérieur. Vous pouvez vous rapprocher du site de votre université. Normalement il doit y avoir une partie SUAPS et vous pouvez faire la demande pour vous inscrire à une activité et qui est intéressant. Alors souvent c'est payant mais à des tarifs vraiment préférentiels. Par exemple, pour vous donner une petite idée, il y a à l'université où j'étais la possibilité de monter à cheval. Donc bien sûr là pour le coup ce sport là ne se faisait pas au sein de l'université, mais c'était à un centre équestre qui était à 10 minutes en transport du campus. Et le trimestre, je crois qu'il était à
entre 80 et 100 euros, donc vraiment ridicule quand on connaît le prix pour faire de l'équitation. Et c'est toujours intéressant, ça permet de faire du sport, de faire une activité physique avec des horaires qui correspondent eh bien, au niveau des études, à des prix quand même assez attractifs pour les étudiants. Donc c'est intéressant, il faut se renseigner là-dessus. Et voilà pour ce qui est du vocabulaire et d'un peu de ce que j'ai à dire sur le système universitaire en France. J'oublie tellement de détails et en même temps j'en ai en tête que je ne vais pas trop vous donner parce que ça va vous mélanger et je sais déjà pas moi-même comment l'exprimer. Alors j'espère déjà que cette vidéo aura été assez compréhensible, que vous aurez pas mal compris. Et donc n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, les commentaires sont là pour ça. Et on se retrouve une prochaine fois dans une prochaine vidéo. Bye bye!